Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et ce soir nous recevrons des membres de l'ADEAL mais aussi de l'association WIBAGE puisqu'on parlera du risque sismique. Aujourd'hui a débuté l'exercice Tellurisque, un exercice grandeur nature pour tester notre réponse face à ce type d'événement qui est inattendu, contrairement au cyclone. Ce sera donc dans le Focus, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 24 novembre 2020 et on débute avec le point Covid hebdomadaire. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de conférence de presse aujourd'hui, mais les chiffres nous sont quand même parvenus et il y aura une conférence quand même qui sera donnée par la préfecture et l'ARS. Ce sera jeudi à 17h30. Mais en attendant, voici le point donc pour la semaine 47 du 16 au 22 novembre. Et sur cette période, 102 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés. Le nombre de personnes admises à l'hôpital se stabilise. Le nombre de cas graves, lui, est toujours lié à des patients fragiles présentant des comorbidités. Et au dimanche 22 novembre, il y avait 9 personnes Covid plus hospitalisées dans le service de réanimation du CHU et 44 dans les services de médecine des autres établissements de Guadeloupe. Et sur la période, l'on déplore 3 nouveaux décès, 3 femmes qui avaient effectivement toutes des comorbidités liées à des maladies chroniques. Et la moyenne d'âge pour ces femmes est de 71 ans. Et on va s'abstenir sur les autres chiffres puisque de toute façon le taux d'incidence est encore en baisse, le facteur de reproduction est lui aussi en baisse pour la 8e semaine consécutive. Et avec la loi de sécurité globale, les forces de l'ordre obtiennent de nouvelles prérogatives qui ne plaisent pas à tout le monde. L'article 22 du texte de loi introduit la possibilité d'effectuer des prises de vue aériennes à des fins de maintien de l'ordre. Ils vont continuer l'utilisation des drones. Un autre article autorise les policiers et gendarmes à accéder à des établissements recevant du public avec leurs armes de service. L'article 24, le plus controversé, lui, indique aux concitoyens français qu'ils seront dans l'interdiction de filmer la tête des policiers et des gendarmes dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes partis à votre rencontre savoir ce que vous pensez de cette loi de sécurité globale. Les réponses dans ce micro-trottoir de Michel Depape et Ilan Bouda. Je pense que c'est encore une couverture que l'État se donne pour excuser pas mal de choses. Parce que les policiers ne soient plus filmés, c'est vrai que certains, ils ne font pas forcément des bavures, mais c'est vrai que si ça permet effectivement de dénoncer les abus de pouvoir ou certains abus, je ne vois pas en quoi ça pourrait déranger que les policiers soient filmés, puisque s'il y a abus, c'est dénoncé, s'il n'y a pas abus, c'est constaté, c'est tout simplement ça. Donc je ne vois pas en quoi ça pourrait déranger qu'ils soient filmés. C'est assez grave quand même, parce que les vidéos permettent d'avoir des preuves et de montrer ce que les policiers font et qu'eux ils ne montreront jamais, enfin c'est logique. Donc les vidéos comme ça permet de montrer ce qu'ils veulent cacher. Et c'est important parce que c'est le droit du citoyen pour pouvoir se défendre face aux policiers. Ah non, il faut filmer. Il faut filmer. C'est normal. Et comme ça fait des preuves. S'il y a une bavure et tu filmes pas, c'est pas. Comment dire? C'est juste pour le policier et c'est pas juste pour celui qui est tombé. Tu vois? Je pense que si les policiers font ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont pas peur qu'on voit qui désigne les lois en fait. Je pense qu'il n'y a pas de problème à les filmer, donc je vois pas où est le problème en fait. Je trouve que le fait d'enlever les vidéos, ça ne permet pas de pouvoir inculper les gens qui sont en faute. Et du coup, ce serait mieux de laisser les vidéos. Comme ça, les gens qui ne font pas de faute, on voit qu'ils ne font pas de faute. Et les gens qui font des fautes, ils peuvent avoir les sanctions qu'ils méritent. Moi, ça ne me dérangerait pas. Après, eux, si ça les dérange, il faut leur donner raison parce que c'est leur droit en fait. Donc voilà. Parce qu'on ne sait pas ce que la police fait, donc ne pas filmer, c'est un peu abusé quoi. Quand on filme pas, c'est comme si on cache leur vice, c'est-à-dire, comment on dit ça?
Quand ils font, par exemple, un exemple, ils tabassent quelqu'un et ils s'interdisent de filmer, ben c'est pas bien. Alors je suis pas d'accord avec ça. Ouais, il faut filmer, oui. Je suis pour le droit de filmer. C'est pas top quoi pour les gens. S'il y a un problème, c'est toujours bien de prendre son téléphone pour pouvoir filmer. Au moins il y a une preuve. Ah, il faut les filmer, je vois pas pourquoi pas on ne devrait pas les filmer. C'est ça, s'il y a une loi pour eux, il y a la loi pour nous aussi. Hein. Il ne faut pas qu'ils fassent de différence. Hein. Parce que moi j'étais dans les manifestations pour voir les dégâts que les policiers font. Eh bien laisse tomber. Hein. Et puis les séquelles, c'est pas eux qui ont des séquelles. Pour une fois dans leur vie, ils ont des séquelles. On ne va pas les plaindre. Hein. Et notez que les feux d'artifice fréquemment utilisés contre les feux de l'ordre, contre les forces de l'ordre, sont également dans le collimateur. L'achat, la détention, l'utilisation et la vente d'articles pyrotechniques à d'autres personnes que des professionnels seront sanctionnés pénalement. Et on part sur le front social maintenant, puisque les salariés de la Sablière sont mobilisés depuis une semaine maintenant. Selon leur dire, le directeur aurait tenté de foncer sur eux hier, ce qui n'aide pas pour les négociations. Mais il tente toujours de trouver des solutions, comme il nous l'indique dans ce reportage d'Olivier Félix. Voilà, ça tient debout là devant le travail à nous et que le patron a fonctionné les camarades délibérément et que aujourd'hui là nous avons des camarades qui choquaient. Nous choqués surtout de cela. Et nous rendez-vous à 9h, nous ne pouvons pas dire effectivement si rendez-vous là qui est métier ou pas. C'est d'après l'état d'esprit là, d'après les gens qui mettent nous si nous sommes en réunion ou pas. Nous demandons plusieurs rendez-vous. Ils proposaient en médiation vers la diète. Nous avons déjà effectivement dit que nous n'avons pas qu'un sens là ça, parce que d'abord pour payer une médiation, il faut que déjà fassent une réunion préalable. Et si effectivement nous ne pouvons pas entendre nos premières réunions là, nous croyons partir en médiation. Mais comme nous, là, pour nous faire les choses avancer, nous acceptons de faire médiation et la diète et que ces jours-là, nous venons faire médiation. Là. Pour le moment, c'est en bonne voie, sans être en bonne voie, parce qu'un carré dit que bon matin là, ils font ceci nous. Alors, c'est état d'esprit là, nous que voyons effectivement, nous n'avons pas bon à niveau patronat là. Nous regardons qu'à nous faire pour nous continuer si nous avons une réunion à niveau. Et après 68 jours de mobilisation et une fin de conflit, eh bien, les salariés non grévistes de l'hôpital Beauperthuis veulent des réponses des syndicats et de leur direction. Pris entre deux feux, ils aimeraient bien pouvoir se situer et comprendre les avancées dans les négociations. Entre départ de la directrice des soins et réorganisation des services, ils ne savent pas où donner de la tête. Regardez. Aujourd'hui, on est une petite poignée, certes, de personnel aujourd'hui se mettant debout face à la situation actuelle. Donc, comme on peut le constater, il y a une grève qui se manifeste au CHLDB. Nous sommes des agents qui aimeraient avoir des réponses de la direction et des réponses du syndicat qui bloque aujourd'hui l'établissement, donc l'UTS. Donc, nous donner des réponses. On a subi quand même 68 jours de grève. Donc aujourd'hui, on aimerait savoir l'évolution des choses, qu'est-ce qui se passe, parce que là, le mal-être est fort. On ne part pas en guerre contre nos collègues, on n'arrête pas de le répéter, on ne part pas en guerre, on veut des réponses. Si la direction a tort, on saura mettre les torts où ils sont. On veut des réponses. Aujourd'hui, c'est ça notre problème, on veut des réponses de la direction et du syndicat, qu'on ne reste pas dans le flou. Voilà, c'est notre point aujourd'hui, notre situation, c'est ça. Et nous avons vu avec le directeur ce matin, pour avoir des réponses. Aujourd'hui, à 14h30, nous sommes reçus en Assemblée Générale avec la direction. Depuis cette date, 5 revendications ont été posées et résolues avec l'organisation syndicale et 2 autres font l'objet aujourd'hui de la reprise du mouvement. Il s'agit de la formation du directeur adjoint et du départ de la directrice des soins. S'agissant de la formation du directeur adjoint, j'ai indiqué à l'organisation syndicale que c'est une question qui est examinée lors de l'évaluation annuelle du directeur adjoint et que cette question relevait de ma seule compétence. S'agissant de la directrice des soins, aucune situation aujourd'hui ne permet de demander le départ de la directrice des soins. Pour autant, j'ai fait une proposition concrète à l'organisation syndicale s'agissant du fonctionnement futur de la directrice des soins au sein de l'établissement. On a rappelé que le 31 juillet, nous avons signé un accord de suspension de conflit. Et donc, parce que l'ARS était diligentée en audit au mois d'août là,
pour te nous un peu raison qu'on nous a dit dans tous les dysfonctionnements que nous avons dénoncés. Et là, au mois d'octobre, justement, il a fait nos rapports là. Il a bien révélé tous les dysfonctionnements que nous avons dit, tout ça, tous les manquements que l'administration fait vis-à-vis des salariés incidents. Et comme aussi dans les revendications de départ à la directrice des soins là que nous avons demandé, sont questions que pour nous ne fait pas nous satisfaction si. Donc c'est tout naturellement que nous reprenons grève en nous parce qu'il était que suspendu. Visiblement, il ne souhaite pas qu'elle reste, mais il s'agit d'un problème fonctionnel. Dès lors que il y a un repositionnement de la directrice des soins sur ses missions stratégiques, et dès lors que l'on considère que la gestion du quotidien est laissée à l'appréciation des cadres de proximité, il n'y a pas lieu, si vous voulez, de poursuivre ce mouvement en demandant le départ de la directrice des soins, puisque l'objet même, si vous voulez, des reproches qui lui sont faits n'existe plus. Retour maintenant sur cette réunion du comité de suivi du plan de relance économique qui vise effectivement à décliner des applications en local. 100 millions d'euros de crédits d'État seront mis à disposition. La région, elle, s'apprête à présenter un budget de 500 millions d'euros pour favoriser l'économie. Le mot d'ordre pour Aréchalus est simple, consommer un maximum de fonds européens et de financement. Et pour ce faire, les entreprises doivent être prêtes à relever le défi. Regardez. C'était le comité local. En fait, on a décliné localement ce que devait être pour nous la façon de conduire ce plan de relance qui va arriver très vite en Guadeloupe. C'est indispensable d'avoir énormément de projets qui se dessinent avec des financements. C'est comme ça qu'on va réussir à soutenir l'économie puis ensuite à pouvoir la relancer. Ce qui est important, c'est qu'on puisse décliner localement avec l'ensemble des acteurs la façon de conduire ce plan de relance. Et donc c'était l'objet de ce comité local de suivi et de pilotage du plan de relance que je co-préside avec le président de région et le directeur régional des finances publiques. Et tous les trois, on est là pour animer l'ensemble de ces éléments. L'idée, c'est qu'on va avoir des financements massifs qui vont intervenir, plus de 100 millions d'euros dès l'année prochaine, qui sont des crédits État. Ça, ce sont uniquement les crédits qu'on peut déceler dès à présent, mais il y aura beaucoup d'autres crédits qui vont arriver. Il faut qu'on les mette en cohérence avec ceux que la région souhaite mettre, et puis les autres collectivités, parce que le plan de relance, c'est un plan cohérent. Il faut donc que ça soutienne tous les plans d'économie guadeloupéenne, et que ça intervienne, je parle notamment aux projets d'investissement, qu'on puisse travailler avec les entreprises pour qu'elles puissent prendre les projets les uns après les autres, et qu'on n'ait pas un embouteillage de projets notamment. Ce qui est important pour nous, comme nous serons effectivement partie prenante de ces 133 millions, c'est le 10 décembre que je vous invite à entendre et écouter les projets nouveaux de la région Guadeloupe qui s'articulent autour de 500 millions. Pour pouvoir vraiment relancer l'économie dans le pays, la green start-up que nous parlons en matière d'agriculture, en matière de biodiversité, en matière de construction, rénovation, de routes, de formation, d'infrastructures pour le territoire, vraiment accompagner toutes les petites entreprises, les artisans, pouvoir relancer vraiment cette économie. Donc ce sera fait et dans le cadre du plan de relance de l'État, il y a des dossiers que la région cofinancera avec peut-être d'autres, des partenaires, parce que ce soit les agglos, les autres institutions, ils seront tous partenaires de ce plan de relance, ainsi que des fonds européens que nous mettrons en place pour cela. On a 2 ans pour le faire. 2 ans, ça nous oblige à être très réactifs, à penser ensemble les projets, à les définir ensemble, d'où l'idée d'un guichet unique avec les collectivités et l'État qui permettront de prendre en compte tous ces projets pour qu'ils se réalisent dans les 2 ans. Parce qu'il faut que l'impact soit massif et soit rapide. Il en va évidemment de l'activité, de l'économie et de l'emploi pour la Guadeloupe. L'État met en place des financements, comme une commune, comme la région, le département, des fois on n'a pas les moyens. Maintenant c'est à nous de savoir comment les consommer et par la suite aller chercher encore d'autres financements. Là c'est 133 millions. Nous avons aussi le contrat de convergence. Nous avons l'Europe qui a mis en place des financements. Nous avons les banques qui nous accompagnent, donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous puissions, en plus des fonds européens, consommer tout ce qu'il y a et par la suite, nous verrons s'il faut encore demander à l'État de nous accompagner sur d'autres dossiers. Il faudrait qu'on ait les reins solides, qu'on ait des entreprises vraiment prêtes à pouvoir s'investir et des communes, collectivités prêtes à pouvoir consommer ces fonds.
Et ce matin, un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter a frappé la Guadeloupe avec un épicentre situé en mer dans le secteur de la ville du Gosier. Il s'agit bien évidemment d'un exercice de préparation au risque sismique baptisé Tellurisque. Nous étions dans le centre de commandement à la préfecture. Regardez. C'est un scénario qui est assez classique mais qui est important. Il y a eu un séisme en mer au large de Gosier ce matin à 9h et donc qui a eu un impact assez fort sur la mer mais surtout sur la ville de Gosier et ensuite de façon étendue, vous pouvez le voir sur le tableau qui est derrière avec un cercle qui prend la plupart des zones habitées de Guadeloupe. Le scénario de ce matin, on a choisi, disons, un événement sismique majeur suivi par ce qu'on appelle des répliques. Cet événement majeur, on n'a pas choisi, vous aurez compris, les sismes, les big one, etc., les sismes de subduction. On a décidé de choisir, de cibler plutôt un événement de magnitude de 5,4. Mais un événement, je dirais, typiquement guadeloupéen. C'est important d'exercer vraiment tout le monde à ce type d'exercice parce qu'on s'aperçoit que dès qu'une crise arrive, on a besoin de se coordonner, on a besoin de faire un bilan très rapide des dégâts, des blessés potentiels, de pouvoir activer des plans particuliers pour les secours, pour les hôpitaux. Et donc tout ça, c'est toute cette ligne logistique et de secours qui est importante à activer. Et donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est toujours très utile, notamment parce que ça permet à chaque fois d'améliorer les connaissances mutuelles des uns des autres. Et puis les équipes changent, comme vous le savez, donc il y a des gens qui tournent beaucoup. On a impliqué 13 communes aujourd'hui dans cet exercice. Ces 13 communes ont des équipes qui bougent aussi et on a besoin de se rappeler tous régulièrement les différentes procédures. Et parmi les 13 communes impliquées, il y avait bien évidemment la ville du Gosier où la municipalité était en branle-bas de combat avec sa façade maritime. Le risque de formation d'un tsunami était accru, les dégâts sont nombreux et contrairement au cyclone, l'on ne peut pas du tout prévoir les séismes, alors autant avoir les bons réflexes pour une réaction optimale en cas de problème. Le reportage. Du séisme qui a eu lieu il y a quelques minutes, l'autre disposition qu'on doit prendre, c'est justement vérifier et faire le tour, notamment sur le littoral des secteurs sensibles où éventuellement on peut avoir un risque de tsunami. Que la préfecture a mis en place justement cette journée pour pouvoir sensibiliser la population et puis les différents services des collectivités sur le danger du séisme. Nous mettons en œuvre toutes les actions à mener pour pouvoir non seulement protéger la population, mais aussi de mettre en sécurité tous les écoles. 5-4, l'épicentre en mer, secteur Gosier. Donc, tsunami. Donc en fait, là, une autre dynamique s'instaure puisqu'effectivement, l'épicentre se trouve sur le Gosier, donc il faudra aussi prévoir sur des zones sensibles. Le premier réflexe, c'est de mettre en place notre cellule de crise municipale. C'est ce qui est fait, comme vous le voyez. Et puis dans un deuxième temps, nous allons appeler les écoles, appeler tous les services qui sont dans cette cellule de crise pour faire la situation, faire aussi une reconnaissance sur le terrain pour savoir quelles zones, là où il y a des dangers, et puis pouvoir mettre tout le monde en sécurité. Un risque de tsunami sur le Gosier parce que l'épicentre se trouve à Gosier. Et donc nous avons alerté la police afin d'aller voir les zones sensibles du Gosier, les zones littorales sensibles, notamment près du Fort Fleur d'Épée, le Grand B. Et donc nous avons ouvert aussi, armé le Palais des Sports du Gosier qui est un abri sûr, et aussi le Fort Fleur d'Épée, pour pouvoir aider la population qui peut se retrancher sous ces zones. Voilà. Exercice. Vous m'entendez mieux? Oui, je vous entends. Donc j'aurais voulu avoir les lieux de repos. C'est vraiment une catastrophe naturelle qui est prévisible, et donc on doit avoir les réflexes importants, et pour avoir les bons réflexes, il faut faire de l'exercice, il faut toujours penser que ça peut nous prendre à n'importe quelle heure, et c'est important pour nous justement de connaître les bons réflexes pour pouvoir aider et informer la population aussi à ces réflexes. La Miss Guadeloupe Kenza Andrés-Louison s'est envolée aujourd'hui pour l'Hexagone. Elle nous représentera à l'élection de Miss France en décembre prochain. Nous étions là pour ce départ. Regardez.
Je pense que pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'appréhension. Je vis juste le moment et puis j'ai hâte de prendre l'avion, de retourner sur Paris puisque j'y étais pendant 2 ans et puis de commencer l'aventure. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'appréhension et puis j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Alors l'élection se déroule donc normalement au Puy du Fou et j'invite tout le monde à regarder l'élection, à me soutenir. Donc je le dis déjà, soutenez-moi et puis ensemble on va aller très loin. L'organisation de Miss Guadeloupe, depuis l'année d'Ophélie Mézineau en 2018, l'association Guadeloupe Label a repris l'organisation de cette élection mythique, Miss Guadeloupe pour Miss France. Et on a un beau palmarès déjà avec une première dauphine de Miss France en la personne d'Ophélie Mézineau et une Miss France avec Clémence Bottineau qui va rendre son titre, non je ne vais pas dire ça, qui va faire une passation, on l'espère de tout cœur, à Kenza Andrés-Ouison et que la couronne reste en Guadeloupe. C'est notre souhait le plus cher pour cette année qui va fêter le centenaire de Miss France, donc une élection très très particulière en décembre prochain. Je dirais que oui, j'aimerais créer une certaine continuité avec ce que Clémence et Ophélie ont pu faire avant moi et puis continuer à rendre fière la Guadeloupe tout simplement et à bien nous représenter à l'élection. Restez connectés sur les réseaux officiels de Miss Guadeloupe, que ce soit Instagram ou Facebook et sur ceux également de Kenza. L'élection aura lieu en décembre au Puy du Fou et on compte sur vous pour voter en masse pour elle. C'est une fille qui est déterminée, qui en veut et qui veut vraiment aller le plus loin possible et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette jeunesse à travers Kenza de représenter avec une énergie de dingue pour représenter la Guadeloupe au mieux en décembre prochain. Et on lui souhaite bon courage. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, on parlera de la semaine sismique et surtout des réglementations par rapport aux fondations des constructions que l'on réalise ici en Guadeloupe, à savoir si elles sont en carton ou pas. On recevra 2 experts sur la question qui nous viendront de l'ADL, en fait qui travaillent étroitement avec l'ADL. Nous aurons également des membres de l'association WeBash, 2 experts en informatique et en nouvelles technologies. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir. Bonsoir à Célcité, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Christian Dorothée, bonsoir à Patrick Nantes, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Teddy Bomberg, à Franck Abar, à Essila Suirlave, bonsoir aux réfugiés poétiques, j'espère que tu vas bien, les réfugiés poétiques, bonsoir à Lydia Luce, à qui d'autre, à Marcelin Comment, et bonsoir à tous les internautes qui nous suivent, mais aussi les téléspectateurs de Canal 10. On se retrouve juste après la coupure pub.